Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour pour ceux qui étaient avec nous à l'exposition des archives. Tout d'abord, merci d'être présents pour cette table ronde qu'on a voulu donc thématiser sur l'art contemporain et les archives. Avant de débuter, un petit mot d'introduction par rapport au projet en lui-même, puisque la question a été posée précédemment. Pour vous expliquer, donc, Pauline elle est donc chargée des actions hors les murs du FRAC Lorraine et est venue me rencontrer l'été dernier pour m'expliquer que le FRAC s'intéresse de plus en plus aux questions, aux problématiques d'archives, d'archivage. Et donc, on essaie de voir si, quelque part, nos deux fonds pouvaient être présentés. Il s'avère que ça a été fait dans le cadre d'une exposition pour voir finalement les liens qu'il y a entre nos deux institutions et donc la thématiser sur l'archive. Et donc, en complément de l'exposition qui a débuté aujourd'hui et qui se terminera le 9 juillet, on a voulu cette table ronde en invitant donc des professionnels de l'art afin d'échanger avec eux sur les projets qu'ils ont ou qui continuent à mener autour de la question donc des archives et de l'art. Après cette introduction, pour poser le contexte, vient le temps des remerciements. Alors, premièrement, je voudrais remercier les archives municipales de Metz pour leur confiance et tout leur accompagnement dans ce projet. Remercier le FRAC Lorraine pour les mêmes raisons. Remercier nos trois intervenantes qui nous font le plaisir d'être là avec nous ce soir. Et aussi remercier la ville de Metz qui est partenaire du projet et plus particulièrement de la conférence par l'intermédiaire du dispositif GRACE. Qui tire des financements du programme Interreg. Voilà. Et là aussi, c'est une première, c'est la première fois que le FRAC reçoit un soutien de la ville de Metz par ce biais-là. Donc, encore merci. Et pourquoi l'Interreg et donc à comprendre l'interrégional? Tout simplement parce qu'une intervenante qui n'a pas pu être du neutre physiquement aujourd'hui a tenu à contribuer à la conférence par l'intermédiaire d'une vidéo. Il s'agit d'Alison Bishop qui a une doctorante à l'université de Liège. Je ne peux pas en dire plus parce qu'elle se présente très très bien dans sa vidéo et je vous laisse en sa compagnie. Et ensuite, on reviendra sur le format table ronde in situ avec les trois intervenants. Bonjour tout le monde. Je tenais d'abord à m'excuser de ne pas pouvoir être là physiquement à vos côtés aujourd'hui et de devoir faire cet exercice à distance. Je remercie toutefois vivement les organisatrices et organisateurs de cet événement de m'avoir donné la possibilité de pouvoir vous présenter une partie de mes recherches doctorales et de pouvoir finalement être là malgré tout. Je les remercie aussi pour la confiance dont ils m'ont témoigné et pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'égard de mes recherches. Alors, avant de vous parler plus précisément donc de la question des archives et des artistes contemporains, sujet donc qui nous intéresse aujourd'hui, je me présente. Donc, je m'appelle Alison Bishop. Je suis chercheuse doctorante à l'université de Liège depuis 2019 et je travaille donc sous la direction de Julie Bawin au sein du service d'histoire de l'art de l'époque contemporaine. Alors, ma thèse de doctorat qui va très prochainement être déposée, donc c'est pour cet été, c'est pour bientôt. Elle concerne la question coloniale, postcoloniale, décoloniale au sein donc de l'art contemporain en Belgique depuis les années 1960 jusqu'à nos jours. L'objectif principal est donc d'examiner un corpus d'œuvres et d'expositions qui se sont référées à l'histoire et à l'héritage de la colonisation belge au Congo. De cette manière, j'entends donc montrer dans quel contexte ces projets ont vu le jour, comment la question finalement coloniale et puis décoloniale a été amenée, a été introduite dans le champ des arts visuels en Belgique. Et puis, je m'intéresse aussi à la manière, aux façons, aux méthodes employées finalement par les artistes pour aborder un tel sujet. Alors, par rapport à l'archive, je suis moi-même confrontée parfois à des archives dans le cadre de mes recherches, mais principalement avec des archives finalement muséologiques, c'est-à-dire que je m'intéresse aux archives produites sur telle ou telle exposition, sur tel ou tel projet artistique, et qui sont donc principalement conservées par des institutions muséales, notamment l'Africa Museum à Tervuren, où j'ai effectué un long séjour de recherche
récemment, mais aussi au musée d'art contemporain MUCA à Anvers, au musée d'art contemporain et d'art moderne à Ostende musée, au musée d'Ixelles, aux Beaux-Arts à Bruxelles, etc. Donc voilà, ce sont diverses institutions au sein desquelles j'ai donc pu mener moi aussi certaines recherches sur donc les expositions qui ont eu lieu ou les œuvres qui y sont conservées. Donc, comme je l'ai dit, mes recherches doctorales, elles ont pour but de déterminer les méthodes employées donc par les artistes pour aborder la question coloniale. Et l'une de ces méthodes consiste justement à utiliser toute une série donc de documents historiques et d'archives afin donc de les traduire en œuvres d'art finalement. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on constate en fait que depuis 2 décennies maintenant environ, eh bien il y a de plus en plus d'artistes contemporains qui utilisent et détournent des documents d'archives, y compris donc ceux qui travaillent, qui vont produire une réflexion critique sur le passé colonial. Ces artistes opèrent en effet une sorte de retour à l'histoire pour mieux appréhender les enjeux liés donc aux héritages coloniaux, les enjeux actuels liés aux héritages coloniaux. Ces artistes incarnent alors ce que l'on nomme la figure de l'artiste en historien ou de l'artiste en chercheur. En effet, donc cette figure, elle a été décrite notamment par Mark Godfrey, donc historien d'art et commissaire d'exposition britannique. Elle a été décrite donc en 2007 pour faire référence finalement à tous ces artistes dont la pratique est basée sur la recherche dans les archives et sur l'enquête de terrain. Ces artistes imitent finalement un peu la méthode employée par les chercheurs en sciences humaines, d'où le nom artiste-historien, artiste-chercheur. Et cette démarche, elle relève de ce qu'on appelle communément dans le champ de l'art contemporain l'impulsion archivistique ou la fièvre d'archivage. C'est un paradigme qui a été notamment décrit et défini par le critique d'art Al Foster ou le commissaire d'exposition Ockrey Weather. Et donc cette fièvre d'archivage, eh bien, elle va conduire les artistes à s'emparer de l'archive pour en faire une source d'inspiration, un outil, une méthodologie. Et donc, voilà, ce tournant archivistique et documentaire concerne aussi ces artistes qui sont plus précisément concernés par les questions d'ordre, relatives à la mémoire coloniale. Alors, cette méthode de l'artiste en chercheur, comme je l'ai dit, bien finalement, elle va imiter les méthodes, les outils employés par l'anthropologue, l'archiviste, l'ethnographe, l'historien, etc. Et donc, ces artistes vont développer des pratiques qualifiées de documentaires, d'historiographiques, d'archivistiques, autrement dit donc des pratiques basées sur l'enquête et la recherche. Alors ici, dans ce contexte, l'archive, elle est comprise au sens large, c'est-à-dire qu'elle peut être publique, institutionnelle, privée, elle peut prendre diverses formes, textuelles, iconographiques, sonores, orales, etc. Et elle peut avoir différents statuts. Donc, ces artistes, vraiment, ils manipulent l'archive, donc l'archive sous différentes formes, et vraiment ce que j'appelle donc l'archive coloniale, c'est-à-dire l'archive qui est relative à la colonisation, pour ce qui m'intéresse, la colonisation belge au Congo. Alors, l'une des caractéristiques qui revient fréquemment donc dans ces pratiques, c'est l'utilisation de l'archive, donc le recours à l'archive et le retour au passé pour en fait montrer qu'il y a des continuités temporelles, c'est-à-dire qu'il y a comme un prolongement, en tout cas qu'il y a des résonances entre les temporalités précoloniales, coloniales et postcoloniales, montrer finalement qu'il y a toujours un héritage de colonial et qu'il est toujours manifeste aujourd'hui, montrer finalement les conséquences de la colonisation sur les sociétés actuelles. Donc vraiment, ça c'est une caractéristique qui revient fréquemment, c'est-à-dire donc faire ce parallèle entre plusieurs époques, se servir du passé pour mieux appréhender le présent, pour mieux montrer les continuités ou au contraire les ruptures entre les époques, ruptures donc causées par la colonisation.
Alors, beaucoup d'artistes vont également s'emparer d'archives institutionnalisées, donc d'archives relatives à la période coloniale, mais qui sont conservées aujourd'hui par des institutions, notamment des musées. Et en ce qui me concerne, un endroit qui va être important, c'est le Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, qu'on appelle aujourd'hui donc Africa Museum, qui a été construit comme un temple du colonialisme belge, érigé donc au début du XXe siècle à la gloire, donc pour glorifier l'entreprise coloniale de Léopold II au Congo. Et donc ces archives qui sont conservées aujourd'hui par ce musée, elles vont être utilisées par de nombreux artistes, que ce soit donc à l'occasion de résidences artistiques spécifiquement donc conçues à cet effet, mais aussi dans d'autres contextes, des expositions temporaires ou bien des demandes spécifiques d'artistes qui vont demander au musée d'utiliser tel ou tel matériau. Alors, ces artistes vont s'emparer donc de ces archives qui peuvent être de diverses formes. Ça peut être des photographies historiques, des textes, des traités, des manuscrits, des sculptures, enfin bref, l'archive au sens large, comme je l'ai déjà dit. Et donc, souvent, ces artistes vont alors opérer des sortes de remontages anachroniques, vont se lancer dans un exercice d'anachronisme, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser un matériau du passé, donc une archive, et la confronter finalement au présent. Pour donner un exemple, eh bien, on a parfois alors des photomontages ou des juxtapositions entre des photographies historiques donc de la colonisation et des clichés actuels montrant en fait la même région, par exemple. C'est ce que l'artiste Sami Baloji, un artiste congolais très réputé actuellement, a longtemps fait donc durant les années 2000. Alors, d'une manière générale, finalement, les artistes, ils vont s'emparer de pièces d'archives qui vont tout de suite avoir un impact visuel important. C'est-à-dire qu'on va immédiatement reconnaître, comme ces fameuses donc, photographies de travailleurs, etc., congolais au Katanga, on sait, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, on sait quand même directement de quoi ça parle. Certains artistes se dirigent au contraire vers des archives plus complexe, plus difficile à identifier, qu'il va donc falloir en fait décortiquer, décoder, parfois à l'aide de commentaires alors ou d'indications délivrées donc en supplément, en marge des œuvres à proprement parler. D'autres artistes vont également s'orienter vers des documents d'archives plutôt inédits, donc des documents qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui n'ont pas finalement quitté leur dépôt. Et ils vont s'emparer de ces documents pour essayer de mettre en évidence d'autres pans, en fait, qui ont été marginalisés, qui ont été plutôt oubliés par rapport donc à l'histoire officielle. Alors, dans ce cas-là, finalement, tous ces artistes essayent un peu de produire ce qu'on pourrait qualifier de contre-narration postcoloniale, donc qui vont en fait produire un récit à partir de l'archive afin donc de remettre en cause l'histoire avec un grand H, tout en redonnant aussi la parole aux autres subalternes. Donc en essayant donc de mettre en évidence ces côtés, ces morceaux de récits oubliés, eh bien il s'agit aussi de revaloriser ceux qui ont été mis de côté, donc revaloriser, redonner la parole aux autres subalternes dans le sens défini donc par Gayatri Spivak. Enfin, certains artistes vont également utiliser des archives personnelles afin d'aborder la mémoire coloniale dans des œuvres alors mêlant histoire individuelle et histoire collective. Dans ce cas-là, c'est souvent, alors c'est pas une généralité, mais c'est souvent des artistes qui sont donc africains ou originaires d'Afrique et qui n'ont donc pas vécu personnellement la colonisation, mais dont les parents ou les grands-parents ont vécu cette histoire. Et donc, ils vont essayer en fait de faire une espèce de filiation et d'utiliser des archives personnelles mêlées parfois donc à des archives collectives, etc., pour vraiment donc faire ce parallèle, pour vraiment essayer donc finalement d'introduire une part de leur héritage, d'introduire une part de leur histoire personnelle pour se confronter donc aux héritages, enfin à la question décoloniale actuelle. Donc ils produisent finalement à partir de l'archive intime et privée des œuvres avec une dimension identitaire importante, des œuvres avec voilà une espèce de quête identitaire qui va être forte dans ce cas-là.
Donc, en conclusion, à travers donc cette brève présentation, ce que je voulais dire aussi, c'est que déjà s'emparer donc de l'archive coloniale, c'est-à-dire d'un document relatif à l'histoire de la colonisation au sens large, eh bien, c'est déjà faire preuve d'engagement finalement pour ces artistes. Le choix de l'archive alors revêt déjà une dimension critique importante, voire politique. Il y a forcément cette dimension critique et politique, elle est forcément là pour la plupart donc des cas qui nous intéressent. Toutes les manipulations de l'archive opérées par les artistes, c'est-à-dire des remixages, des remontages, des détournements, des transformations, eh bien, ça va les conduire nécessairement à s'interroger sur la construction de l'histoire, sur les lieux de conservation de ces documents et sur la légitimité de ceux-ci. Notamment pour le cas donc de l'Africa Museum Intervuren, quelle est finalement la légitimité aujourd'hui pour un tel musée de détenir encore toutes ces informations sur une autre culture. Ça va aussi les conduire nécessairement à s'interroger sur le pouvoir et l'autorité de l'archive, en l'occurrence donc de l'archive coloniale. Et donc par leur usage et leur réemploi de l'archive, par leur immersion au sein de ces archives, par leur rétrospection à l'égard d'un passé controversé, les artistes vont participer aux questionnements postcoloniaux et décoloniaux en cours, tout en conférant à l'archive un nouveau statut artistique ici, qui accompagne alors et renforce la dimension critique, esthétique et historiographique de leur travail. Je vous remercie pour votre attention et encore une fois, je suis très contente d'avoir pu participer à cette journée et je vous souhaite donc une très bonne continuation. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir. Alors, le propos d'Alexandre augmente beaucoup le propos de l'exposition et on propose maintenant 3 points de vue sur les relations quand on enseigne les artistes avec les archives. Voilà, comment aborder les archives différemment d'un point de vue de leur définition, de leur manipulation, de leur utilisation. Et pour cela, on a 3 personnalités avec nous. La première étant... Donc la première étant Aurélie Michel, qui est donc tout à droite de la table, à votre gauche, qui est donc maîtresse de conférences en art et sciences de l'art à l'Université de Lorraine et qui co-dirige donc le master art de l'exposition et scénographie. Ses recherches sont menées au sein du laboratoire Praxitel de l'Université de Lorraine, entre autres sur le paysage comme matériau artistique et sur les modalités de scénographie du paysage. En 2017, Aurélie Michel a mené un travail de création et de curation avec ses étudiants à travers les documents conservés aux archives municipales. Et plus récemment, elle a présenté en son nom propre une exposition en 2022 intitulée de l'eau à la coquille, une poétique des formes, questionnant les mouvements de l'eau et les formes produites par ces mouvements. Merci, elle est présente. Ensuite, vous accueillez Clélia Barbu, qui est maîtresse de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université Paris Saint-Denis. Elle est aussi responsable scientifique du programme de recherche et de la base de données performance source. Elle a aussi la charge d'autres domaines de recherche au sein de différents laboratoires. Pour les citer, art des images, art contemporain de Paris, de Saint-Denis, et histoire et critique des arts de l'Université de Rennes. Clélia Barbu est l'auteur d'une thèse sur les pratiques performatives dans les années 1970 en France et aux États-Unis, et elle poursuit actuellement ses recherches sur les sources documentaires de la performance, leur archivage et leur transmission. Et Clélia Barbu connaît extrêmement bien la collection du FAC. Et c'est aussi à ce titre que j'ai invité à participer à cette table ronde. Et ensuite, nous accueillons Anne Delvez, qui est directrice de la conserverie de l'archive, qui est un lieu multiple à Metz. Un très beau lieu qui est l'album national Non, je vais tout renvoyer. Il y a plein de mots, oui. Et le Conservatoire national de l'album de famille. Merci. Et Anne est également auteur et photographe. Et c'est justement sa manipulation des archives qui est assez singulière. Ce soir, à nous parler de tout ça. Ouais, de la conserver.
Alors, l'idée, c'est que la discussion soit extrêmement ouverte et pas qu'on donne un temps de parole forcément à chacune. Voilà, vous pouvez interagir entre vous. L'idée, c'est de rendre les choses vivantes. Et surtout, en fait, la clé d'entrée des questions qu'on voulait vous poser, à savoir quelle est votre définition d'archive, quelle typologie d'archive vous manipulez, quelles sont vos méthodes de classement, etc. Toutes ces questions-là, vous allez les aborder en vous présentant vos sujets de recherche et vos pratiques. Alors, qui veut commencer? Allez. Je mets le... Si tu veux. J'ai une grosse voix, non? Ça suffit? Oui. Comme ça, ceux qui veulent dormir, je ne les dérange pas, par exemple. Alors, donc Pauline m'a présenté, j'ai créé un lieu il y a maintenant 13 ans, mais qui est un lieu associatif. Et c'est un lieu qui a pour vocation de créer de donner un lieu dans lequel va pouvoir être pensée l'archive, et particulièrement l'archive de photographie de famille. Depuis peu, il y a un mot, effectivement, ça revenait ce que disait Alison dans sa communication, c'est que ça fait 20 ans que plein de gens appréhendent, pensent l'archive et notamment la photographie de famille. La photographie de famille, c'est concomitant à l'apparition de l'appareil numérique. C'est-à-dire qu'au moment, à l'origine des années 2000, quand la photographie devient numérique, tout d'un coup, il y a un regain d'intérêt pour la photographie qui tout d'un coup s'appelle la photographie argentique. Comme tout d'un coup, cette photographie de famille devient la photographie vernaculaire. Il y a eu un glissement sémantique qui, à mon sens, est assez parlant. C'est-à-dire que quand il y a un glissement sémantique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent à penser ces choses. Le mot à la mode, c'est pas de côté, avec un pas de côté. Donc, la conserverie est un lieu associatif, c'est-à-dire que je souhaite que ça perdure, et c'est un projet artistique. C'est-à-dire que c'est mon objet de recherche, notamment par l'utilisation faite de cette archive via un système d'indexation, un système de thésaurus qui met en partage ces archives au plus grand nombre. Donc ça, c'est le lieu dans lequel il y a de façon continue 5 à 6, 7 expositions par an. Celle-ci est une proposition de Philippe Artière, qui est historien, et qui est, en plus d'être historien, collectionneur de photographies amateurs. Et là, il a une énorme collection de photographies de gens qui photographient leur intérieur, et généralement des sortes de nature morte, dont c'était tout un questionnement sur l'utilisation de ce type d'objet photographique. Et si je mets pas sur chaque photo... Donc voilà, c'est parce que comme ça, vous voyez le tableau. Les artistes, alors moi, je vais me servir de ces images, mais d'autres artistes vont s'en saisir aussi. Donc c'est le cas d'Agnès Geoffrin, qui est allée puiser dans les archives de la conserverie et créer des tensions. Enfin, c'est un gros raccourci, elle vous dirait ça de façon beaucoup plus pertinente et intelligente que moi, mais créer des tensions entre des images sorties de plusieurs fonds. Donc à chaque fois, ce sont des boutiques qui s'appellent Le Bel Ouvrage. Ça, c'est une artiste qui est ici, qui s'appelle Célia Muller, qui est là-bas. C'est une reproduction d'un de ses dessins ayant comme image source les archives de la conserverie. On commençait par répondre à une des questions, où une des questions était une différence possible entre les archives utilisées par les historiens et les archives utilisées par des artistes. Là, vous remarquerez que le titre du dessin est « Je t'écris toujours », Le Bel Ouvrage numéro 4. Et il y a mention des caractéristiques techniques. Il n'y a pas mention des images sources. Ça, c'est à mon sens une grande différence entre l'appréhension des historiens et des artistes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de crier au scandale parce qu'il n'y aurait pas les images, les mentions, les codes ou de la source des images premières.
Donc, ces archives, maintenant, elles sont riches de 54 000 images et la semaine prochaine, un peu plus, puisqu'il y en a toutes les semaines qui arrivent. Ce ne sont absolument pas les archives messines, proprement. Elles viennent de toute la France. Les plus gros fonds sont bretons. Il y a des images qui viennent du Canada et il y a des images qui arrivent par petits ensembles ou par ensemble très conséquents. Et là, je peux répondre à une autre question. C'est-à-dire la façon de gérer le flux de ces images et le système d'indexation. Donc, moi, je veux moins de mètres linéaires que les archives municipales, mais bientôt, ce sera pareil. Donc, en fait, quand un ensemble d'images, quand un corpus arrive, nous le traitons, nous le regardons, nous l'observons, puis ensuite, nous allons créer des sous-groupes. Pour autant, un ensemble d'images qui arrivent d'une même famille, puisque ce sont des dons de photographies de famille, ne va pas être détricoté. À moins que si une famille verse 20 photos, effectivement, nous n'allons pas créer un fonds, ça va aller à la fin des petites images ou des moyennes images ou des grandes images. Mais dès lors que c'est un ensemble complexe de plusieurs albums, nous allons créer des fonds. Ce qui va nous permettre d'essayer de penser et d'essayer de comprendre comment se joue, et moi c'est ce qui m'intéresse, comment on autodocumente son quotidien via la photographie. Comment, de façon consciente, inconsciente, à volonté d'être partagée ou non, on va créer sa propre archive familiale. Et comment on pourrait aussi penser, on va créer un mythe familial, et comment ça se comprend et ça se voit dans les répétitions de gestes, par exemple, dans un même ensemble d'images. Car en fait, il y a des atavismes familiaux, une famille où tout le monde s'arrête et fait comme ça dans les photos, on peut se rendre compte que sur 3 générations, les familles posent et s'arrêtent pour être pris en photo. Il y a des choses qui se répètent. Donc ça parle effectivement d'un micro-élément qui va être la famille, mais ça parle de nous tous et comment on se sert de cette photographie pour parler de nous et qu'est-ce que ça dit de nous, tous ensemble, de notre société. Donc, ce qui pourrait ressembler à des petits linceuls, là, c'est les albums. Donc, chaque album est entièrement numérisé, de la première à la dernière image. On ne détricote pas un album, on le garde intègre. Et ensuite, toutes les images donc, sont numérisées de la première à la dernière. On crée des documents qui expliquent un peu d'où ils viennent, comment ils sont venus, s'ils ont été déposés devant la porte ou si les gens ont traversé la France pour venir les déposer. Puis, tout ça va être versé sur un serveur. C'est la première page. C'est un serveur pour lequel il faut être adhérent. Ça coûte 12 € par an. Mais ça permet qu'elle ne soit pas ouverte au cas de vente, puisque les donateurs n'ont pas signé pour que chacun ait puisé là-dedans. Et puis, un sou étant un sou, nous on en a besoin, donc voilà, c'est 12 €. Et ensuite, les adhérents peuvent rentrer dans le site et aller puiser via des mots-clés. Donc ça, c'est un système empirique, c'est-à-dire que chaque année, je me rends compte qu'il y a des manques. Je me rends compte qu'il y a des manques parce que tout d'un coup, il y a une image qui me fait dire, mais diable, ça n'existait pas. Par exemple, il y a un mot que j'ai mis des années à mettre, c'est handicap. Et ça parle réellement de ce que c'est que la photographie de famille, c'est-à-dire que la personne qui a un handicap apparaît assez peu. Et donc, voilà, il y a ce système de thésaurus a pour vocation de permettre à chacun, quel que soit son objet de départ, sa recherche de départ, d'appréhender les images avec ce qu'il est. Voilà, ça c'est tous les enfants. Alors, il y a très peu pour l'archive, et ça fait la différence avec d'autres archives, il y a très peu de sélection opérée. Notamment, moi, il n'y a pas de sélection opérée en fonction de la préciosité du support. C'est pas mon histoire à moi. C'est ça. Il y a très peu de sélection opérée parce que jusqu'à peu, j'étais seule. Là, nous sommes 2 et que nous n'avons pas toutes les connaissances culturelles, historiques, pour ne pas être assurés de ne pas faire de bourre, par exemple. Et puis parce que nous parlons de photographie familiale et que ce qui se joue dans cet ensemble-là, dans ce contexte-là, je pense
qu'une photo est la résultante de l'ensemble de ces photographies et de ce qui se joue dans les photographies. C'est-à-dire que quand on est enfant et objet du photographe, du père, parce que généralement c'est le père qui fait les images, eh bien, les images se co-construisent. Donc il n'y a pas de sélection. Mais il faut m'arrêter parce que sinon c'est important. Et donc il y a des mots, moi ce qui m'intéresse dans mes recherches personnelles qui sont associées, c'est tout ce qui rappelle qu'il y a un appareil photo. Donc c'est toute la gestuelle corporelle voilà, j'ai une costume pour les oreilles de lapin, mais c'est ça dans les années 40, je vais pas pour faire les années 80, c'est accroupi, et maintenant ça serait ça. C'est toutes ces gestes dont on s'habille. Parce que quelqu'un est en face de nous et par son pouvoir de conserver, d'archiver, fout un peu la pétoche et m'habille de ces gestes-là. Ça, c'est une toute première série donc, qui a changé de statut, qui est passée d'archives personnelles, celle de ma famille, à ouvrage au livre d'artiste. Et maintenant, cette série est au CNAP, donc fait partie des collections de l'État. Donc voilà, il a eu plein de changements. Il n'en est pas moins que pour moi, il est important que je n'ai pas vendu à l'État que la moitié de la série. Je n'ai pas fait des facsimilés. Enfin, ils sont restés ensemble. Il n'y a pas une rupture. Enfin, il y a une rupture d'éloignement, mais il n'y a pas une rupture définitive entre elle et lui, par exemple. Les bouquins sont là, si vous voulez ensuite les voir. Dans ce que c'est qu'une archive et la question aussi était qu'est-ce qu'une archive? Et c'est ça, hein. Et moi, pardon? Oui, la définition. Et donc, dans votre question, c'était qu'est-ce qu'une définition de façon personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est de façon personnelle? Je dirais qu'une archive, c'est un objet. Moi, je préfère le mot objet qu'au mot document. Qui document dans le mot document, il y a déjà l'idée de ce que ça peut devenir. Dans l'objet, peut-être moins. Et un objet qui, à un moment donné, va être extrait de son milieu, qui va être exclu de son milieu. C'est pas rien. D'abord, voilà, comment on juge d'exclure un objet de son environnement, de son histoire, pour l'emmener dans... qui, à un moment donné, va donc se retrouver possiblement, mais il y a combien de pourcentage d'archives qui sont consultées? Pas beaucoup. Qui, possiblement, peut être réfléchi, pensé, regardé par d'autres personnes. Donc, il y a toujours la question de est-ce que ça vaut la peine d'exclure de son foyer une image, par exemple. Quand les gens viennent faire des dons, moi je demande quand même aux gens s'ils ont fait le tour de leur famille avant de l'emmener aux archives, parce qu'il y a aussi les gens qui les donnent à la conserverie, qui donnent leurs photos à la conserverie, parce qu'ils pensent que ça peut devenir l'objet d'un livre, d'une exposition. Alors c'est flatteur, puis c'est vrai, puis moi, si je ne fais rien, je suis bien embêtée. Pour autant, elle sera certainement quand même plus regardée là où elle est qu'à la conserverie. Donc ça, c'était un appel à collecte qui s'appelait « Ça ressemble à quoi le bonheur ?» et où je demandais aux gens de me confier une photo qui leur semblait parler du bonheur. Ça, c'est une autre expo collaborative et participative sur la photographie du portefeuille. Les gens venaient et on ouvrait leur portefeuille et je numérisais tout ce qu'il y avait dedans. Donc, chaque lait est un portefeuille. Donc là, en termes de documentation, j'ai documenté sur un panel de 400 personnes ce qu'il y avait à l'intérieur des portefeuilles, chose qui ne sera plus possible. C'est une expo qui a déjà quelques années, qui ne sera plus possible dans quelques années. Il faudrait que je fasse des écrans du téléphone portable. Mais à mon avis, c'est à peu près la même valeur affective. Voilà, ça s'appelle la photographie. C'est une exposition que je remontrerai à l'Arsenal là, en janvier, je pense. C'est un ensemble de 10 000 photographies
d'un monsieur qui allait marcher dans les Vosges dans les années 70, 80, 90. Et il y en avait beaucoup, puisqu'en plus, elles étaient tirées tout en double, donc il y en avait plutôt 20 000. C'est pas l'objet de la conserverie, c'est pas de la photo de famille. Pour autant, il me semble que ça donne plein de clés de lecture sur l'utilisation que l'on peut faire de la photographie. À quoi ça sert cette photographie? À quoi elle nous sert? Et c'est aussi ça qui se joue à la conserverie, c'est vraiment la réflexion sur l'utilisation de la photographie quand on n'est pas photographe professionnel. Ça, c'est le même principe avec un bouquin qui s'appelle Du bambou des doigts. Là, je viens de voir sur lui, je crois, en fait. Donc, c'est aussi une collecte sur les gens qui sont en contact avec les oiseaux, puisque, pareil sur l'archive, dans la photographie de famille, tout se répète. Tout geste se répète. Et c'est ça que moi, je trouve important. C'est que, et puis, plus on essaie de faire de la photo un peu singulière, plus, en fait, on fait vraiment la même photo que tous les autres. Donc, tout geste se répète. Là, ça s'appelle « À la douceur de tes yeux ». Et donc, j'ai été chercher dans les archives de la conserverie. J'ai créé un foyer. Donc là, c'est vraiment... il y a eu un glissement entre mon travail d'archiviste, mais le travail d'archiviste que je mène à la conserverie de façon modeste. Hein, j'ai fait un stage d'observation de 15 jours aux archives municipales il y a 20 ans. Donc, c'est modeste. Depuis, j'ai fait des erreurs et j'ai paré à mes erreurs, je l'espère. J'ai été chercher des images, là aussi, hein, elles ne sont pas sourcées. Sur un document de salle, il y a le nom des donateurs, mais il n'y a pas de cartel en dessous de chaque image. Et j'ai été recréer une famille avec ce personnage central qui est une vieille dame, qui est la seule qui fait face à l'appareil photo. Peut-être que j'ai... non, je ne vais pas montrer. Donc, ce sont des tirages originaux. L'idée, c'était de recréer le foyer. Mais là, pour sans que ça ne me gêne le moins du monde, j'ai été chercher des images dans plein d'ensembles et donc dans plein de familles différentes. Et là, c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler. Nous venons de recevoir un ensemble d'images qui se retrouve à coquiner avec un nom tellement pas beau par rapport à ce que c'est. Donc, il s'appelle 39F. Mais ça aussi, ça parle d'archives. Les noms, les cotes qu'on doit donner. C'est-à-dire qu'on a des objets merveilleux et il s'appelle P 2040. Et donc, c'est le fond 39F. Et tant qu'il n'y aura pas un projet artistique abouti, il s'appellera 39F. Et donc là, c'est toute une correspondance. C'est essentiellement des photos qu'une femme a réalisées dans sa chambre de bonne entre 42 et 48, qu'elle tire toute seule dans sa chambre de bonne. Donc elle développe les plaques de verre, tout ça. Elle fait des tirages, plein de tirages différents, et elle va les envoyer à son chéri, G.I. Et puisque c'est elle qui les développe et qu'il n'y a pas donc de monsieur ou de dame pour voir ce qui est développé et tiré, il y a plein de photos d'elle toute nue et qu'elle découpe et qu'elle cache derrière d'autres photos pour les envoyer. Merci. On va laisser Clélia nous présenter ses projets. Je suis donc historienne de l'art contemporain et je fais ma thèse sur la performance, comme vous l'avez justement dit. Donc sur les pratiques artistiques qui émergent pendant les années 70 et qui se définissent vraiment comme des actions. Il y avait plusieurs œuvres présentées dans votre exposition qui renvoient à des performances. Il y a plusieurs documents qu'on voyait qui renvoient à des performances. Donc je me suis intéressée à ce phénomène dans le milieu de l'art dans les années 70. Les gens commencent à faire des choses éphémères, incarnées avec leur corps, des événements. Ça prend différents noms, art corporel, art révolution, body art, happenings. Donc j'ai essayé de situer d'étudier ce phénomène-là à la manière d'une historienne, en travaillant sur des sources notamment documentaires, des revues et tout ça. Et puis à la fin de ma thèse, je suis allée étudier certains documents qui étaient à Los Angeles. Il y avait tout un mouvement d'art féministe à Los Angeles. Donc il y a un endroit qui s'appelle le Getty Research Institute dans lequel il y a beaucoup d'archives.
Et j'ai trouvé notamment des archives d'un lieu qui s'appelle le Women's Building, qui est un centre d'art féministe. Donc j'ai plongé dans les archives de ce lieu et j'ai rencontré des artistes. En fait, à la toute fin de ma thèse, on m'a mise en contact avec des artistes de cette époque-là qui ont commencé à travailler dans les années 70. Et j'ai fait des entretiens avec ces artistes. J'ai aussi une formation de sociologue, en fait. J'ai soutenu une thèse dans les deux disciplines, donc j'ai une pratique de l'entretien qui me vient de la sociologie. J'ai fait beaucoup d'enquêtes, et donc j'ai beaucoup les entretiens. Et en fait, le fait de parler avec les artistes, je me suis rendu compte de l'importance de penser pas seulement les œuvres, enfin de penser du fait qu'il était important, si on veut penser les œuvres de performance, de penser leur transmission. Comment on s'en souvient, qu'est-ce qu'on mémorise, qu'est-ce qui fait trace, comment les artistes pensent la transmission, et à quoi on fait face quand on fait l'histoire de ces œuvres-là. Et donc, j'ai soutenu ma thèse en 2014, et à partir de ce moment-là, j'ai continué à travailler sur la performance, mais vraiment au prisme des archives. Donc, j'ai fait un certain nombre de choses, et j'ai participé donc à un projet de recherche qui s'appelle Performance Source, qui a commencé en 2019, où j'ai été appelée par un centre d'art qui s'appelle Le Générateur, qui est dans le Val-de-Marne, dans la banlieue parisienne, et qui se consacre à la performance, et on m'a demandé de travailler à partir de leur fonds d'archives. Et l'idée, c'était de constituer un fonds d'archives à partir des archives du Générateur, qui sont principalement des photos et des vidéos. Et de fil en aiguille, on a donc constitué une base de données qu'on a ouverte à d'autres lieux. Donc, il y a tout un ensemble de centres d'art qui nous envoient régulièrement leurs archives de performance qu'on a mises en ligne. L'idée étant que, en fait, ces œuvres-là, qui la plupart du temps sont éphémères et se situent dans le temps d'une action et dans le live, la valeur du live et du réel, elle est très très importante pour les artistes, et pour Gina Pal, elle est absolument centrale, pour Esther Ferrer aussi, donc des artistes qui étaient présentés dans l'exposition. Elles disent toutes les deux, et beaucoup d'autres le font, la performance c'est du réel. Et donc voilà, comment on archive ce réel, c'est une question aussi posée à votre manière. Et donc, et dans les centres d'art, ce qui est particulier aussi, c'est que c'est des lieux qui n'ont pas de collection, contrairement au FRAC. Donc c'est des lieux dans lesquels en fait il y a juste des performances qui sont produites, des artistes qui viennent, qui produisent des situations, des événements, des actions. Mais en fait il n'y a personne, il n'y a pas de mission de conservation dans ces lieux-là. C'est des lieux qui sont vraiment présents de la production. Et donc en général c'est les équipes qui filment, qui photographient et puis qui ont ça dans leur téléphone et qui, quand elles ont un peu de temps, le verrent dans un disque dur, mais c'est des archives qui dorment en fait, qui sont jamais rendues visibles, auxquelles on n'a pas accès et qui néanmoins contiennent toute une histoire des œuvres qui ont été produites dans ces lieux-là. Donc voilà, en fait, le but de Performance Source, c'était de constituer une sorte de collection interinstitutionnelle d'archives de centres d'art pour que celle-ci soit rendue accessible à un grand public. Donc il y a une dizaine de lieux partenaires au-delà du Générateur. Et on a beaucoup travaillé, donc moi j'ai créé le cadre de classement, les notices de description. On a essayé, donc moi j'étais là pour apporter une expertise scientifique dans le projet. Et je travaillais en collaboration avec la directrice du lieu qui, elle, a vraiment un regard artistique. Et donc on a beaucoup discuté sur comment faire un outil qui à la fois soit rigoureux et représente de manière exigeante les œuvres qui sont montrées et qui en même temps ait une esthétique et présente aussi une forme de créativité qui parle des œuvres montrées aussi. Donc, notamment, donc il y avait, je sais que vous avez montré les mots-clés. On a créé tout un système de mots-clés, donc pareil, des mots-clés qui renvoient à une certaine histoire de l'art, et des mots-clés qui sont, par exemple, des verbes. Donc, il y a manger, toucher, chanter, j'ai vu que vous l'avez aussi. On a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on fait avec les mots-clés qui ont très peu d'occurrence. J'ai vu que attrape-mouche dans la vidéo. Voilà, ça, c'était une question qu'on se posait. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on crée des nouveaux mots-clés à chacun? Et donc, Anne, qui est la directrice du Générateur, a voulu créer je pense que si vous allez dans Archives, il doit y avoir Générateur de performance à droite. Si vous mettez la souris sur Archives. Tout à droite. Voilà, il faut rester dessus. Et puis alors à distance. Ouais. Bravo. Là, donc c'est un système, c'est une sorte de roue aléatoire. En fait, si on clique quelque part, on nous propose une combinaison de mots-clés et donc on nous montre les œuvres qui sont associées à ces mots-clés. Donc voilà, ça c'était une façon de rendre les choses un peu ludiques. Et une autre chose que j'ai faite dans le cadre de ce projet, et ça c'est quelque chose c'est aussi un outil que je développe beaucoup et qui
qui se développe dans le champ de l'histoire, c'est celui de l'histoire orale. J'ai produit des entretiens avec des artistes, donc des archives orales. Il y a toute une série, il y a une trentaine d'entretiens qui figurent sur le site internet, sur la base de données. C'est des entretiens que j'ai faits avec les artistes à propos justement de ces questions d'histoire, de mémoire, de transmission. Et avec l'intuition et avec l'hypothèse que en fait, les archives orales, donc, c'est-à-dire le témoignage vivant, sont un outil très pertinent en fait, pour parler de performance, parce que dans le témoignage vivant, on retrouve les gestes, on retrouve les oublis, les anecdotes, les trous de mémoire, donc des choses qui en général n'apparaissent pas dans les œuvres et qui permettent de reconstituer le contexte. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui caractérise la démarche historienne en regard de celle des artistes. Donc Alice Michel parlait de celle des artistes. Et dans l'histoire, parmi les critères un peu des outils méthodologiques, on a celui du croisement des sources, le fait de multiplier les sources et de jamais sortir un objet d'archive ou un document de son contexte, mais toujours essayer au maximum de le mettre en relation et de le faire converser avec d'autres documents pour que celui-là parle d'un ensemble, d'une période, d'un groupe, d'une situation. Et c'est vrai que l'archive orale, en fait, ça permet de sortir l'œuvre, parce qu'en général, les entretiens sont faits à un moment complètement différent de celui de la performance. Souvent, c'est longtemps après. Et donc, les artistes me disent « Ah ben, je me souviens », ou alors « J'ai oublié, il y avait ça ». Donc, il y a certaines choses qui apparaissent dans l'entretien qu'on ne savait pas. Et puis, il y a aussi des erreurs. Et en fait, ça fait partie de la vie des œuvres, ces erreurs, ces anecdotes, et qui sont intéressantes quand on fait de l'histoire, justement, parce que, moi, ce qui m'intéresse dans les archives, c'est le fait qu'elles nous permettent de voir les œuvres comme des cheminements, en fait, pas du tout comme des moments uniques. Il y a beaucoup d'artistes qui disent c'est le live, et puis si vous n'êtes pas là, c'est fini, vous avez raté l'œuvre. Et en fait, ça, c'est le positionnement des artistes, et elles ont tout à fait le droit de l'avoir, et c'est ce qui caractérise leur démarche. Mais quand on fait de l'histoire, on peut considérer au contraire qu'il y a plusieurs temporalités dans une œuvre, et qu'il y a plusieurs espaces, et qu'il y a plusieurs matérialités, qu'il y a plusieurs supports. Et donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, effectivement, c'est des supports d'œuvres qui parlent d'un certain éclatement de ces œuvres. Et le cahier d'Esther ou les notations de Gina Pan, en fait, c'est des documents qu'elles ont faits avant les performances, dans lesquels elles préparent Esther, elles dessinent pour créer l'œuvre, en fait. Elles commencent par avoir une idée, elles dessinent, elles écrivent, l'idée est formalisée, et ensuite, ces documents-là, pour elles, ne font pas du tout partie de l'œuvre. Elle écrit une partition et ensuite la forme. Donc, cette multiplicité des temps, des espaces, des supports, c'est vraiment extrêmement intéressant quand on fait l'histoire de l'art, parce que ça permet, à partir d'une œuvre, de pouvoir circuler dans un contexte et institutionnel. Et donc, la deuxième chose, et puis après, je donnerai la parole à Aurélie, mais le deuxième, un autre projet dans lequel j'ai été prise ces derniers temps et dans lequel je suis encore aujourd'hui. En fait, après avoir travaillé avec des centres d'art, je me suis dit, maintenant, j'aimerais bien, ce qui m'intéresse, j'aimerais savoir comment donc, la performance, cette pratique si radicale, si difficile à catégoriser, à saisir, si éphémère, si immatérielle, comment est-ce qu'elle se traduit dans les collections d'art contemporain ? Comment elle se trouve, comment elle se formalise dans des lieux qui ont pour mission la conservation et la constitution d'un patrimoine, et ce, de manière inaliénable, c'est-à-dire pour l'éternité. Et est-ce que ces pratiques se sont faufilées aussi dans les collections, et si oui, quelle matérialité elles prennent ? Et donc j'ai étudié la collection du Frac Lorraine et celle du Centre national des arts plastiques, où il y a beaucoup de performances, en me posant cette question-là. Donc je suis allée voir tout ce qui correspondait à la catégorie performance dans ces deux collections, et c'était absolument passionnant, et notamment parce que, en fait, dès les années 70, les artistes pensent évidemment ces supports-là. Et en même temps qu'ils ou elles disent il n'y a que le live qui importe, en fait, ils et elles produisent d'autres types de documents, simplement, ça n'est pas la même valeur qui leur est attribuée, mais en fait, ces documents-là se retrouvent dans les collections, comme on a pu le voir dans votre exposition. Il y a vraiment une question de valeur artistique qui est très différente pour les artistes. Et en fait, dès les années 70, dès le moment où pourtant la performance tâtonnait, il y a déjà des artistes qui vendent des dessins, qui font circuler des photographies dans des revues. En fait, la performance a une matérialité dès le moment de son émergence, y compris dans le live. Et donc, en fait, elle a déjà dans le live, elle a déjà plusieurs supports. Et cependant, à partir des années 90, au début des années 2000, il y a un vrai tournant institutionnel. Et ça, il y a des artistes qui m'en ont parlé, parce qu'ils m'ont dit qu'en école d'art aussi, en fait, à partir des années 90-2000, on a commencé vraiment à penser comment protocoliser les performances. Donc il y a un vrai tournant en histoire de l'art. À partir des années 90-2000, les artistes en fait apprennent
à rédiger ce qu'on appelle aujourd'hui des protocoles, c'est-à-dire des consignes pour réactiver leurs œuvres dans un futur très 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 lointain. Et ça, c'est une question que je pose aux artistes aussi, c'est dans 200 ans, comment vous voyez votre œuvre? Est-ce qu'elle disparaît quand vous disparaissez? Est-ce qu'elle peut être refaite? Et si oui, à quelles conditions? Comment est-ce que vous sélectionnez? Enfin, voilà. Donc ça, c'est des questions que le Frac Lorraine se pose de manière assez exemplaire parce que ça fait partie des lieux en France où il y a une collection de performances et de protocoles très très riches. Et il y a une vraie différence entre les artistes des années 70 qui déjà protocolisaient, mais c'était pas institutionnalisé à cette époque. Et donc en général, pour les œuvres qui datent des années 70-80, ce qu'on trouve, c'est des captations, des photos et des vidéos, donc vraiment des captations des œuvres, des captations des performances. Et il y a une bascule à partir des années 90-2000, où là, on trouve ces protocoles qui sont réactivables. Donc j'ai pu observer ça dans ma recherche. Et peut-être pour finir, j'aurais bien aimé montrer les documents d'Esther Ferrer, parce que ça renvoie à l'œuvre que vous avez vue dans l'exposition, et c'est vrai que c'est très parlant de cet éclatement matériel et temporel des performances qui m'intéresse. Donc voilà le fameux carnet. Donc ça, c'est une photo de l'original. Ce que vous avez vu dans l'exposition, c'est un facsimilé. Donc en fait, cette performance d'Esther Ferrer qui s'appelle Parcourir un carré, elle est composée de beaucoup de choses dans la collection, dans la partie œuvre, mais aussi dans la partie dossier d'œuvre, et notamment de ce carnet où, comme l'a dit Pauline, en fait, l'artiste dessine absolument toutes les possibilités qu'on a de parcourir un carré de toutes les façons possibles. Et c'est ça le protocole de la performance, c'est parcourir un carré de toutes les façons possibles. Il y a un fichier sonore, donc là j'ai transformé le truc en PDF, donc on n'a pas de fichier sonore, mais Esther Ferrer énonce toutes ces possibilités. Donc on l'entend dire A, B, C, D. A, C, B, et D. C'est un fichier qui dure 45 minutes. Donc ça, c'est des vues de l'exposition d'une exposition de cette œuvre qu'on trouve aussi dans les collections du Frac. Donc c'est des vues de l'activation. Il y a vraiment des activations à chaque. C'est des œuvres qui ont la possibilité de réapparaître et d'être activées régulièrement. Et ce que je voulais, donc ça c'est des images du carré. Il y a des dessins de la façon dont les élastiques peuvent être disposés au mur, parce qu'en fait dans l'installation il y a des élastiques qui sont attachés suivant différents schémas qui répondent à... C'est l'artiste qui est très inspiré par tout le mouvement Fluxus lié à John Cage, et donc très prise dans une pensée minimaliste et qui s'intéresse à la répétition et à la géométrie d'une manière extrêmement systématique, et qui pense en fait comment le corps peut traduire ces formes géométriques un peu élémentaires. Voilà, donc ça c'est... Là il y a le fichier sonore qu'on ne pourra pas entendre. Et donc, ce que je voulais vous montrer, donc j'ai fait un entretien avec Esther Ferrer après avoir étudié son œuvre dans la collection, et je lui ai demandé de me raconter cette œuvre. Donc, c'est une artiste qui est arrivée en 1975 à Paris, qui est née en Espagne, qui a fui le franquisme et qui, depuis 1975, travaille en France et dans le monde entier, et qui, depuis une vingtaine d'années, bénéficie d'une reconnaissance institutionnelle où elle vit de son travail depuis 15-20 ans. Elle a aujourd'hui plus de 80 ans, donc comme beaucoup d'artistes femmes, on commence à vivre de son travail après 60 ans. Et donc je l'ai rencontrée et j'ai fait plusieurs entretiens avec elle. Et je lui ai montré les documents du Frac. Et je lui ai demandé d'en parler. Donc elle dit tout ça, ça n'a pas de valeur pour moi, c'est juste des documents de travail, moi je m'en fiche. Et puis elle a un positionnement qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle dit: moi, dans 150 ans, s'il n'y a plus Esther Ferrer dans le monde, ça m'est complètement égal. En fait, je ne m'intéresse pas à ma pérennité. Moi, ce que je pense, c'est le présent, et c'est le moment où je fais les performances. Et ces documents-là, ils existent parce que moi, j'en ai besoin pour travailler. Puis ils sont conservés parce que des institutions me les demandent, mais je ne leur accorde aucune valeur. Et ça me semble intéressant. Et donc, je lui ai montré ces photographies. Et tout de suite, elle s'est souvenue. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans les entretiens, c'est qu'en fait, les souvenirs reviennent au fil de la conversation. Et au bout d'une heure, il y a de nouveaux souvenirs qui reviennent. Et donc, elle me raconte ce moment-là, donc cette activation de la performance qu'elle a faite à Düsseldorf en 1987. Voilà, je voulais juste finir là-dessus parce que, en fait, en regardant la photographie, elle se souvient du moment de l'action, et elle se souvient d'une chose qu'en fait aucun document n'a gardé en mémoire et ne peut garder en mémoire, sauf s'il y avait eu une captation sonore. Il n'y en a pas eu. C'est le son des feuilles mortes
quand elle a décidé de sortir de la pièce et d'aller à un endroit où en fait il y avait des feuilles, c'était dehors pendant la nuit, un endroit où il y avait des feuilles mortes sur le sol, et ce qu'elle fait quand elle fait le bruit des feuilles, c'est que c'est presque, moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est presque une sorte de réactivation de la performance, elle refait, et c'est là pour moi tout l'intérêt des archives orales, et c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est que ça permet de transmettre des aspects sensoriels et presque affectifs en fait. Elle dit pour moi c'est merveilleux, et ça l'amène à poser une définition de la performance à partir de ce souvenir. Elle dit voilà, pour moi c'est ça la performance, c'est ces moments qui sont pas prévus et dans lesquels il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Et donc je pense que sans archives orales en fait on n'aurait pas pu collecter ce souvenir-là de cette œuvre. Donc c'est dans ce sens-là que je produis des entretiens, et puis que maintenant il va sans doute y avoir une campagne d'entretien réalisée pour les collections du CNAC pour que en fait, les œuvres en collection soient agrémentées de témoignages des artistes vivants, et témoignages qui produisent à un autre moment que celui de l'acquisition. Donc vraiment sur ce mode-là, l'énonciation qui est rétroactif, c'est-à-dire je me souviens, et puis dans lesquels je les invite à ce point de vue prospectif, c'est-à-dire à penser le futur à long terme, qui est une question historienne essentielle. Merci. Donc, je vais prendre la suite de mes deux collègues pour vous parler un petit peu, moi, de mon rapport à l'archive. Donc, il va être un petit peu différent, en fait, selon les projets. Donc, j'ai choisi de vous présenter quelques projets et puis d'aborder, en fait, différentes manières de travailler avec l'archive, en fait. Puisque on va dire que le premier contact avec l'archive, il s'est fait au moment où je travaillais sur ma thèse. Donc moi, je suis enseignante-chercheuse en art plastique, donc c'est une approche qui est un petit peu différente peut-être d'un travail d'histoire de l'art, en fait. Et ce qui m'intéressait, en fait, donc, dans ma thèse, j'abordais vraiment les questions des liens, en fait, entre art et science, c'est très général, et art et histoire naturelle, donc ce qui sont, on va dire, un peu les ancêtres des sciences naturelles, et la manière en fait dont les deux se répondaient, et aussi la façon dont les artistes pouvaient exploiter ces aspects de la science dans leurs œuvres d'art. Donc ça, c'est une méthode de travail et de recherche qui est assez différente d'autres projets que je pourrais évoquer avec vous après. Puisqu'effectivement, même si dans le domaine des arts plastiques, on a un petit peu plus de liberté dans la manière dont on va traiter, aborder cette question peut-être de l'archive, ou en tout cas, on va pouvoir faire par exemple des liens entre différentes époques. Il faut quand même avoir une méthode de travail assez rigoureuse. Donc, je vous donne un exemple. À un moment donné, je me suis penchée sur des modèles scientifiques qui étaient utilisés, en fait, qui avaient été faits par des verriers, qui reproduisent en fait des invertébrés marins. Donc, ce sont des méduses, par exemple, des étoiles de mer, enfin ce qu'on peut retrouver de façon assez globale dans les musées de zoologie, musées d'histoire naturelle. Et ils ont eu l'idée, au lieu d'utiliser en fait les modèles qui étaient mis en alcool, de reproduire ces modèles en verre, parce que les modèles, en fait, les espèces qui sont en alcool vont perdre leur forme, leur couleur, leur volume. Donc, l'idée, c'était à l'époque où on commençait à avoir des connaissances un petit peu plus précises sur ces espèces, de pouvoir les montrer en fait au public. Donc là, mes méthodes de recherche, en fait, l'idée c'était de pouvoir aller directement au sein des musées pour voir les collections. Donc il y a notamment une collection assez importante au musée zoologique de Strasbourg. Et puis comme ça, en tirant des fils, ça m'a amené sur différentes collections, sur la consultation aussi de catalogues, puisque ces deux verriers en fait proposaient des catalogues à l'époque, à la vente, puisque du coup ces modèles étaient achetés à la fois par les musées, mais aussi par des personnes notamment qui réalisaient des aquariums, mais à sec, puisque ces modèles ne pouvaient pas être mis dans l'eau.
pour des raisons de conservation. Tout simplement parce qu'en fait, les deux artisans utilisaient des colles à partir d'éléments organiques, en fait. Donc, il y a plein de conservateurs qui ont eu un petit peu des difficultés quand ils ont retrouvé ces collections, puisque à partir de ce moment-là, en fait, il y a plusieurs musées aussi dans les années 2000 qui ont exhumé ces collections, qui dormaient dans des réserves parce qu'elles étaient... C'était tout simplement compliqué de les présenter, elles étaient trop fragiles, compliqué aussi de les prêter, et ils ne savaient pas justement comment les nettoyer. Donc il y a eu plein, il y a des collections qui sont visibles, notamment au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève. Il y en a également à Liège, dans plusieurs endroits. Donc voilà, ça c'était une aparté, mais pour vous expliquer du coup comment j'avais travaillé en fait par rapport à ma thèse sur cette question qui était plus en rapport effectivement avec l'archive. Mais d'un point de vue de la recherche. Là, l'archive n'était pas utilisée comme élément artistique. Ensuite, donc moi, je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur les médiations, comme l'a expliqué Alexandre tout à l'heure. Et en fait, donc il y a 4 pôles de recherche, 4 équipes de recherche dans ce laboratoire. Et donc il y a une équipe qui s'appelle Praxitel, dont je fais partie, qui réunit plusieurs chercheurs en fait, qui notamment travaillent sur ces questions. Alors, tu parlais de la question des processus, notamment de l'analyse des processus de création aussi, donc qui intègrent notamment ces questions-là. Mais aussi qui travaillent actuellement, puisqu'on a des contrats de recherche, sur la question des pratiques collaboratives. Il y a aussi un rapport à l'archive qui est assez important. Et donc, dans le cadre de ces projets de recherche, en fait, on a initié avec une collègue un travail qui avait pour but, en fait, de repérer. Alors, ça part évidemment de la question du territoire, plus largement du paysage. C'est vrai que la région, en tout cas la Lorraine, est vraiment... on retrouve dans différents endroits des traces notamment des guerres franco-allemandes. Et on trouvait ça intéressant, parce que cette collègue est allemande, donc moi je suis d'origine française, de travailler sur ces questions-là et de voir comment les artistes en fait s'emparaient de ces questions-là. Donc on a initié un projet de recherche qui s'appelle Paysage de l'étrange. Je pourrais vous faire circuler. Donc il y a eu 2 ouvrages en fait qui ont été édités. Et le but, c'était vraiment de voir à la fois comment les artistes pouvaient utiliser notamment ces archives autour de la question du paysage. Ça pouvait être par le biais de la carte postale, par exemple. Donc, ce sont des choses qu'on peut retrouver aux archives. Il y a par exemple toute une collection sur les paysages de la guerre de 1870. Voilà, donc on a un petit peu recherché tous ces éléments-là et on a initié plusieurs, donc notamment un séminaire et plusieurs expositions autour de cette question-là. Et dans le cadre de projets qui sont plus de l'ordre, je dirais, du commissariat pédagogique, c'est-à-dire la manière dont on va accompagner les étudiants en fait sur un cours à travailler à partir de ces documents d'archives, notamment des documents, à leur faire réfléchir aussi sur qu'est-ce que c'est qu'une archive, quelle est la valeur d'une archive, ou son statut par exemple. Donc on s'est mis en relation avec Sandrine qui est ici, et puis Thierry Després, et ensuite donc j'ai travaillé avec Alexandre sur différents projets en fait. Donc notamment avec 2 collègues, une qui s'appelle Suzanne Muller et l'autre Cyrielle Lévesque, qu'elle connaît bien, puisque Cyrielle travaille aussi sur la question de la photo de famille. Il y a un travail assez remarquable. Vous pouvez aller voir son site internet d'ailleurs. Et donc en fait, on a proposé, on a dit aux archives, voilà, on aimerait effectivement faire travailler nos étudiants. Et à ce moment-là, Sandrine nous a proposé de travailler sur des documents qui allaient être mis au rebut ou au pilon. Donc l'idée, c'était d'utiliser ces affiches anciennes
pour voir comment les étudiants pouvaient en faire un matériau d'une œuvre ou d'un projet artistique. Donc, on a réalisé cette exposition, je crois, en 2017, je crois. Donc ça, en fait, les collaborations avec les archives se sont mises en place de cette manière-là, et ensuite on a proposé un travail qui était plus en rapport avec notre propre pratique artistique, justement pour interroger notamment, on va dire, les éléments principaux qui sont en rapport avec les archives, donc le travail de collecte, de conservation, la transmission aussi, et la manière finalement de classer ces éléments. Et on a proposé une exposition qui s'intitulait Chronique de l'invisible, où sur différents points, en fait, on a travaillé vraiment avec des documents au sein des archives, et on en a extrait certains éléments, en fait, pour les mettre en lumière, pour en trouver, on va dire, le contrepoint, comme ce que tu expliquais tout à l'heure. Je pense que c'est important, ça aussi. Donc, et de voir justement comment l'archive pouvait être un matériau ou la base d'une pratique artistique. Et donc, le dernier projet sur lequel on a travaillé, je pense que ça, c'est intéressant de vous le présenter. D'ailleurs, Anne, on avait quelques exemplaires, je crois, à la conserverie. Alors, c'est un projet sur lequel on a travaillé par rapport d'abord à un appel à communication pour un colloque, en fait, sur les correspondances de guerre. Alors, ce qui nous intéressait, c'était que ça s'appelait c'était autour de la question des genres ordinaires, en fait. Donc ça a été lancé par rapport notamment au centenaire de la Grande Guerre, donc puisqu'il y a eu plusieurs événements dans ce cadre à cette époque-là. Et donc on a commencé à se dire, quels matériaux on pourrait utiliser finalement pour travailler sur cette question-là. D'abord d'un point de vue scientifique et peut-être aussi après artistique. Donc on s'est mis en relation avec une association qui se trouve à Agondange, qui s'appelle ASCOMEMO, qui est l'association pour la mémoire de la guerre de 39-45. Donc voilà, c'est ça, en Moselle. Donc, et on a demandé finalement à son directeur s'il avait des correspondances qui n'avaient pas encore été exploitées. Et là, donc, en fouillant, il nous a sorti une boîte de lettres. Il a dit, j'ai trouvé cette boîte-là, je l'ai achetée, mais pour l'instant, j'en ai rien fait parce que ce sont des lettres d'un soldat né en Moselle annexée et qui combattait du côté allemand. Donc, il y avait toute une partie des lettres qui étaient en allemand, donc ce qu'on appelle l'allemand gothique. Donc, difficulté supplémentaire puisque ni Cyril ni moi ne parlions allemand. Moi, j'arrivais, j'ai étudié l'allemand, donc je pouvais saisir quelques mots, mais c'était vraiment, on va dire, un travail très superficiel. Donc, on avait la majeure partie des lettres qui étaient écrites en allemand et puis une autre partie qui était écrite en français. Donc, on avait plus de 400 lettres. Donc, en fait, on a trouvé ça très intéressant parce que on s'est rendu compte aussi que c'était encore un petit peu tabou de parler de ces soldats en fait, qui combattaient du côté allemand. Mais pour eux, c'était la patrie reconnue à l'époque, quoi. Donc on s'est dit on tente de lancer un travail là-dessus, un travail de recherche. Donc on a vraiment fait un travail d'abord de numérisation des lettres. Donc vous parliez aussi de la question de la conservation. On voulait évidemment on ne pouvait pas exploiter ces lettres en les ouvrant, et donc l'idée c'était d'abord de les numériser pour avoir effectivement tous les documents et pouvoir travailler dessus. Et puis ensuite, on a fait appel en fait à une traductrice qui nous a qui a traduit en fait toutes les lettres qui étaient en allemand gothique, et ce qui nous permettait aussi, alors il y avait des lettres où il y avait une insertion de termes allemands dans les lettres en français. Donc et c'était assez intéressant parce qu'en fait on se rendait compte que au départ, on avait dans l'idée que c'était peut-être par rapport à la question de la censure que les lettres étaient lues, mais en fait, on se rendait compte que c'était surtout par rapport à la manière,
au destinataire des lettres, en fait, qui utilisait soit l'allemand, soit le français, et le maîtrisait mieux ou pas. Et donc, on a fait tout ce travail, et ce qui nous intéressait aussi dans ce travail-là, c'était déjà d'exhumer ces lettres, en fait, de les rendre lisibles, et puis aussi l'histoire de ce soldat, parce qu'en fait, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que ce soldat était mort en fait sur le front russe. Donc il avait une vingtaine d'années à peine. Et on a pu avoir cette confirmation en fait en allant aux archives départementales. On a trouvé son acte de décès. Parce qu'on avait une lettre dont on pensait, c'était une lettre d'un hôpital, mais on n'avait pas encore la traduction, donc on ne savait pas effectivement ce qu'il en était en fait, si c'était tout simplement écrit à la famille, voilà. Et en fait, c'est la lettre qui annonce tout simplement sa mort. Donc, en fait, on a eu plusieurs financements pour ce projet-là. Donc, on a demandé un financement à la DRAC et puis on a eu un complément par notre laboratoire. Et l'idée, en fait, au début, on voulait en faire un objet artistique. Mais on s'est dit, selon aussi le financement qu'on avait, c'était peut-être plus intéressant d'en faire une édition. Donc, ce qui nous intéressait aussi dans ce questionnement d'archives, c'était il fallait faire une sélection des lettres qui permettent en fait d'avoir une appréhension de cette histoire de soldat sans finalement occulter certains éléments, en étant aussi des personnes extérieures à son histoire. Donc voilà, il y a toutes ces questions qui se sont posées et on a effectivement fait une sélection de ces lettres. On a, alors les lettres sont retranscrites, on a les lettres en français avec les fautes aussi qui sont présentes, puisque ça a été aussi une question, est-ce qu'on traduit les lettres sans les fautes d'orthographe ou pas? Enfin, c'est assez intéressant. Et du coup, donc on a produit cette petite édition que vous pourrez consulter si vous en avez envie, et qui questionne vraiment ce travail autour de l'archive. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de poser ces questions à la fois depuis le point de vue du chercheur, en fait, mais aussi du point de vue du praticien, en fait, de l'artiste qui va s'emparer des archives pour pouvoir réaliser un travail artistique. Et en même temps, en fait, j'avais un cours à l'université qui s'intitulait Archives et collections. Et ce cours était un cours général, ce qu'on appelle une mineure, c'est-à-dire qu'il est ouvert à des étudiants qui sont spécialistes. Donc l'idée, c'était d'aborder cette question des archives en posant les bases des définitions, donc de ce qu'est effectivement l'archive historique, comment on la traite. On parle souvent des archives aussi comme à la fois le lieu, mais aussi effectivement l'ensemble des documents. Comment ils sont classés, etc. Donc ça, je trouvais ça très intéressant de leur transmettre cette dimension-là. Et ensuite, de leur expliquer progressivement, pour un petit peu aussi initier ces questions, comment ces archives, elles pouvaient être exploitées par les artistes. Donc, à la fois, ce que vous avez expliqué très bien dans l'exposition, à travers l'appropriation, le détournement, mais aussi la création d'une archive qui peut partir d'éléments divers et variés. Donc voilà, peut-être ça a complété aussi un petit peu le propos de mes collègues. Merci à tous trois et à ça. Je vous propose pour conclure de vous donner la parole si vous avez des questions, des réactions par rapport au cas d'intervention. Et si vous souhaitez regarder par rapport aux ouvrages qui sont présentés, des compléments, venir à la rencontre également des professionnels. Oui, je ne sais pas s'il faut vraiment un micro, si vous voulez. Si vous préférez, pas de problème. Oui, non, je ne vais pas faire une intervention complète non plus. Vous pourrez parler d'histoire et mémoire, vous pouvez parler de tout tas de choses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que l'on ait en fait la démonstration que l'archive peut être exploitée par l'historien. C'est le plus classique de ce que j'ai fait dans une vie antérieure. C'est et peut être exploité par l'artiste, mais que également
et peut-être à chaque fois, mais très directement, comme l'a montré la première intervenante en vidéo, et peut aussi être exploité de manière politique. Et la question se pose, c'est donc aussi, dans chacune de vos actions, quelle est la part finalement du militantisme? Moi, pour la peine, j'ai un endroit de réflexion qui amène effectivement à une prise de position politique. Alors, moi, je pense, et je dis travailler au bien commun, et notamment, et pour moi, c'est politique, et l'archive est un outil politique. C'est pas pour rien que, par exemple, la conserverie a des subsides pour ses expositions, pour mon travail d'artiste, pas pour son archive. Décider de ce qu'on conserve, de ce qui fait trace, de ce qui fait mémoire, c'est politique. Donc, pour cela, je n'ai pas d'argent. Par exemple, j'opère très peu de sélection, notamment pour me protéger moi-même et donc l'archive d'une influence qui serait liée à des humeurs. Et donc, par exemple, on est en train d'écrire tout un texte et manifeste autour de cette archive. Et car si je me retrouve à devoir faire des sélections, notamment pour des histoires de place, de coûts, je peux être tentée de faire un choix esthétique. Le choix esthétique pourrait aussi assez vite se dire qu'il est lié à la qualité d'un appareil photo, d'une optique, de grandes fenêtres plus grandes qu'avec petites. Et très vite, si je m'intéresse à la belle image, je m'intéresse une fois de plus à l'histoire bourgeoise. Donc, c'est aussi me garantir de ne pas faire ça que de ne pas faire de sélection esthétique ou autre. Nous sommes une association qui travaillons à l'archive de la photographie de toutes et tous. Ça, c'est politique pour nous. Alors, je ne sais pas si effectivement il y a une dimension politique dans le travail qui est mené. Je pense que si, d'une certaine manière, dans les choix aussi qui sont faits et dans le travail, notamment sur cette question des paysages de guerre, et je pense de manière générale dans le travail de certains artistes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va exploiter une archive pour faire apparaître quelque chose qui a été occulté par la grande histoire avec un grand H, et qu'on met en lumière un autre aspect, oui, pour moi, ça devient politique, effectivement. Et je pense que, de toute façon, il y a plein d'exemples dans tous les artistes que tu convoques, qui sont dans cette ligne-là. Oui, je pense que en fait, le choix d'un objet, il est toujours politique. Et c'est vrai chez les historiens, je pense à Arlette Farge qui travaille sur les archives de la police. Ça lui permet d'enquêter sur les gens qui vivent dans la rue, les gens dont les paroles ne sont pas enregistrées. Et travailler sur la performance, c'est travailler, pas tout le temps, parce qu'il y a un trop de tout, mais en général des artistes qui sont précaires. Dans les années 70, par exemple, c'est de faire le choix d'exhumer justement les artistes qui, sans ça, disparaîtraient. C'est une difficulté supplémentaire, parce que souvent, il n'est pas facile de trouver les archives des personnes qui ont tendance à disparaître et à être en visibilité, mais je pense que c'est vraiment des défis qui sont méthodologiques et politiques. Et en fait, moi, ça m'intéresse beaucoup, le lien entre la méthode et la politique, et je pense que les méthodes sont politiques. Et faire dialoguer les documents entre eux, c'est politique aussi, parce qu'il ne suffit pas d'exhumer un document ou une personne, mais pour restituer la complexité de sa situation, qui parfois contrevient aux intentions politiques qu'on avait au départ. Il faut... Mais voilà, les choix d'objets sont politiques, y compris artistes. Moi, j'aurais voulu vous remercier 3 fois, parce que... Alors, mesdames, j'ai oublié vos noms et prénoms, je suis désolé. Tout d'abord, madame, vous partez de l'archive pour donner sens et renouveler, en fait, le sens de l'événement, si j'ai bien compris, l'événement historique. Madame, vous allez chercher ce qui, à mon sens, ne devait pas donner lieu à une archive,
parce que finalement, la performance, lorsque je filme la performance, est-ce que je ne produis pas une nouvelle performance? Et puis enfin, le dernier point, c'est que vous parliez du sens politique, en fait, des archives, la photographie, parce que vous avez exposé Philippe Artiel, et finalement, la photographie du quotidien et la photographie familiale, ça veut dire alors que c'est encore classé dans les archives mineures, parce que c'est Philippe Artiel qui a créé le concept des archives mineures, si je ne me trompe pas. Mais alors, vraiment, moi, j'ai un regard profane. Les archives mineures, si je me souviens bien, ce sont les archives en fait que je vais convoquer, les radios du médecin, les ordonnances du médecin, et tout ça donne du sens, et tout ça donne une histoire. Et finalement, vous avez des subventions parce que vous êtes le lieu d'une expression artistique, et pas tellement le lieu de la conservation d'un patrimoine. C'est pour ça que ça s'appelle la Conserverie de l'Archive, et le sous-titre très pompeux, et le Conservatoire national de l'album de famille. Alors, je me suis renseignée, on peut dire national de tout, donc ça m'allait bien. Il y a des archives de photographies de famille dans toutes les archives, sauf que les archives municipales ont d'autres prérequis qui fait que ces archives-là passent à la traîne et ne sont pas convoquées par les mêmes personnes. Effectivement, les utilisateurs des archives de la conserverie, ce sont des artistes, des historiens, des réalisateurs de cinéma, des ethnologues, des sociologues, enfin, tous les gens qui, par une raison ou une autre, vont pouvoir appréhender ces images pour un tas de connaissances aussi riches que toutes ces images. Et effectivement, pour l'instant, la conserverie, c'est le seul lieu comme ça en France. C'est le seul lieu comme ça en Europe. Et ça devient à être problématique puisque il y a... Alors, les collectionneurs ont fait un travail formidable il y a 20 ans, c'est-à-dire que personne n'en avait rien à faire et que les institutions n'achetaient pas ces ensembles d'images. Donc, heureusement qu'il y a eu des collectionneurs, puisque tout serait parti à la poubelle. Sauf que maintenant, il y a un glissement de terrain entre collectionneurs et auteurs chez les collectionneurs qui font que ces photographies commencent à valoir beaucoup d'argent. Et il y a un mélange des genres, et que si la place n'est pas plus ample pour la conserverie, ça repart là. En ce moment, ça repart chez les collectionneurs. Parce que les collectionneurs communiquent via Internet en disant « Moi, je vous achète tous vos albums pour 200 balles. » Et les gens étant les gens, alors que le collectionneur va prendre les quelques photos qui lui sont importantes et va acheter les autres. On parle beaucoup d'un truc qui s'appelle The Anonymous Project. Je pense que tout le monde en a entendu parler, puisqu'ils ont une force de frappe de foufou. C'est-à-dire que pour avoir une exposition à Arles, en fait, ils payent eux-mêmes l'exposition. Tout. Et ce monsieur paye les frais d'envoi et achète des milliers d'images, jette le reste et revend 2 photos 4 000 €. Et ça sort des archives. Donc, ce qui se passe là est important. Et effectivement, pour l'instant, mais parce qu'en fait, c'est une somme de travail tellement conséquente, ce qui se passe à la conserverie. Nous, en fait, si vous venez, ce que je vous souhaite, il y a 2 scanners pour la journée, plus des expos, plus des livres, plein de choses. Donc, ça existe. C'est plus connu ailleurs qu'à Metz. C'est-à-dire que le fond n'est pas plus nourri de photographies mystiques d'ailleurs. Mais il faut y prendre attention parce que ce qui ne va pas être fait ici sera fait par des gens qui ont un intérêt économique à le faire au détriment d'une matière historique et d'objet de recherche. Merci de m'avoir permis de dire ce genre de choses. J'ai peut-être une question aussi. Vous avez chacune évoqué la numérisation. Je veux savoir quelles seraient vos craintes et vos optiques pour la conservation future, parce qu'on sait pas moi, j'ai récemment perdu des disques durs, c'est mort, alors que j'ai des photos pour un siècle chez moi. On a des tablettes cunéiformes mésopotamiennes, et on n'a pas une photo de son propre enfant.
Vous aurez des pistes, des praticiens. Conserver les origines. Les origines. Donc, on garde toutes les origines. Mais avec une garantie de. Bah non. Mais, il n'y a pas de garantie, lui. Mais pour autant, ça s'élève. Et puis après, il y a aussi le rapport à l'écologie de l'archive. La numérisation a une grosse empreinte écologique. Les serveurs, tout ça, ça mouline. Donc ça, c'est aussi un choix collectif de savoir à combien on numérise de DPI, quelle place ça va faire sur le disque dur, combien de data centers ça va fonctionner. C'est des vrais questionnements à se poser. Par exemple, à la conserverie, on a décidé, on numérise tout en 300 DPI, ce qui nous permet de faire une copie à taille à échelle 1. Et si je dois réutiliser cette image en plus haut, je retourne à numériser. Voilà. Sur l'original. Quelque chose, les scientifiques se penchent sur le problème de conservation et il y a un article très intéressant dans une revue. On se retourne vers les bandes magnétiques car on redécouvre qu'en fait la durée de vie d'une bande magnétique est bien supérieure à celle d'un disque dur. Et on a observé que les bandes magnétiques ont une durée de vie moyenne de 30 à 50 ans, ce que n'ont absolument pas les disques durs. Et donc, on va vers la création de data centers lourds en bande magnétique. Et tout ce qui sera vivant sera sur disque dur. Quand on aura besoin de choses fondamentales, il faudra recourir à une structure qui gérera ces données sur le bande magnétique. Et donc, il y a déjà un mouvement vers la création d'unités de gestion de bande magnétique. Et en plus, on en met énormément, ces bandes magnétiques, parce que la recherche, maintenant, arrive à en mettre 10 à 20 fois plus qu'il y a 10 ans. Quand c'est au début de la banque, il faut tout démolir. C'est le problème de la gestion de la bande magnétique. C'est pour ça que ce sera forcément des données à utilisation moindre. À propos de bande, excuse-moi, je passe à autre chose. J'avoue, je connais mal le sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur d'autres images familiales, animées, c'est-à-dire les Super 8, des choses comme ça? Moi, des aiguilles, j'en reçois beaucoup, que j'aiguille de ci, de là, parce que je n'ai pas l'espace pour... Et puis, ça demande d'autres outils de numérisation, pareil, je n'ai pas des espaces. Puis, il y a des gens qui font des choses bien. Alors, moi, j'ai des listings comme ça, la conserverie, si un jour ça vous intéresse, je peux vous dire qui peut accueillir un film super bien. J'ai une question conceptuelle, pardon. Mais aujourd'hui, dans l'art plastique, il y a beaucoup de performances. Est-ce qu'on peut classer la performance dans les arts plastiques ou dans les arts vivants? Parce que finalement, la performance qui est enregistrée sur une vidéo, par exemple, devient elle-même un autre art, puisqu'il y a déjà aussi l'art de celui qui filme. Comment situer cette frontière? Est-ce que la performance relève de l'art plastique, ce qu'elle prétend, ou est-ce qu'elle relève de la religion? C'est-à-dire d'un art éphémère comme le ballet, la danse, la musique interprétée, ne devient finalement autre chose lorsqu'elle est enregistrée. Je vais vous faire une réponse d'historienne. C'est parce que j'attends la réponse de l'historienne. Pas de réponse unique. En fait, justement, je me suis rendu compte, une idée à laquelle je tiens beaucoup, c'est de ne pas donner de définition unique ni figée de la performance. Et en fait, les réponses diffèrent suivant les époques et les endroits où on se situe. Et donc, la performance au sens d'un genre artistique à part entière qui émerge dans les années 70, elle émerge dans le champ des arts plastiques, dans le sens où ce sont des artistes qui ont été formés à la photo, à la vidéo, à l'installation, à la peinture, qui se mettent à faire des actions.
tandis que les actions existaient depuis déjà très longtemps dans le champ de la danse et dans le champ du théâtre. Donc il n'y a pas la même histoire dans le champ des arts plastiques. Dans le champ des arts plastiques, à partir des années 60, il y a vraiment une émergence institutionnelle. Après, il s'est passé beaucoup de choses depuis, et aujourd'hui, en fait, maintenant, dans les théâtres et dans les espaces, dans les lieux d'art vivant, on parle de performance autant qu'on en parle dans le domaine des arts plastiques. Donc il y a une sorte de prolifération et de confusion des genres qui est très contemporaine, enfin, voilà, qui est liée à une institutionnalisation, je pense. Et après, en tout cas dans le secteur des arts plastiques, les institutions se dotent aujourd'hui d'outils de catégorisation, d'indexation et de classement qui sont propres à la performance et qui suivent cette émergence. Donc, je peux répondre par exemple que dans le champ des arts plastiques, elle a une existence comme un genre à part entière, tandis que dans les secteurs du théâtre, de la musique et de la danse, elle reste très poreuse avec ces pratiques-là. Mais on trouve aussi des programmations performatives dans les théâtres. De toute façon, maintenant, il y a des cocktails performatifs, toutes performatives. Mais voilà, la réponse un peu complexe qui, moi, me tient à cœur, c'est que ça dépend des époques et ça dépend des espaces. En tout cas, dans l'histoire des arts plastiques, elle a émergé au sens institutionnel, au sens de la formation des artistes. Maintenant, dans les écoles d'art, les artistes forment la performance, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. On dit qu'on faisait déjà des performances dans le secteur de la danse ou du théâtre dans la première moitié du XXe siècle. Donc il y a un phénomène historique très spécifique dans le secteur des arts plastiques. Mais après, suivant les artistes aussi. Chaque artiste va avoir une réponse. Et on ressortait à l'exposition en étant troublé du concept entre art et archives, et on ressort avec encore un concept de troublé. Et j'en ajoute un autre, c'est que l'histoire de l'art, c'est un art. Voilà, avec les artistes chercheurs dont parlait Alice. Ah oui. Et oui, il y a bien beaucoup de fiction dans l'histoire, mais ça... Ben, merci. Je vous propose de mettre fin au tour. Et de vous remercier toutes les fois pour vos efforts qui ont vraiment été pensés en continuité et comme on va nous demander aussi le début de l'exposition. L'exposition série W est visible aux archives municipales de Lyon jusqu'au 9 juillet. Et il m'appartient pour vous dire que le week-end du 1er et du 2 juin, le FRAC fête son anniversaire, c'est 20 ans. Et exceptionnellement, les archives municipales de Metz seront ouvertes ce week-end-là pour accueillir la permanence de la performance d'une artiste qui s'appelle Gilles Illusoire. Sa permanence s'appelle Les Dessins en Bourgogne, je ne vous en dis pas plus. Et autre événement qui concerne Gilles Illusoire, elle a une exposition à la chancellerie Seconde-Odile. Ah, parce que tu nous en dis d'autres mots. Je dois dire que demain soir, à partir de 18h, une exposition qui s'appelle L'héritage, première partie, 1924-1986, de Gilles Illusoire, qui s'occupe de l'héritage photographique de son père. Merci. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci.